Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme de l'émission aujourd'hui, on va d'abord démarrer par notre focus. L'histoire a longtemps été confinée aux livres et aux salles de classe, mais depuis quelque temps, elle vit une véritable révolution numérique. Sur Internet, notamment, une nouvelle génération de vulgarisateurs redonne vie à l'histoire avec un grand H. Et parmi eux, un visage se distingue, celui de Rivenzi, dont on découvre le portrait dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Vous allez voir, elle est jeune, elle est brillante, elle code, elle dirige une association engagée. Elle travaille dans l'une des plus grosses entreprises de la tech et surtout, elle inspire. Mon invitée a décidé très tôt que la tech ne serait pas un terrain uniquement réservé aux hommes. Elle transforme d'ailleurs chaque frein en moteur, chaque stéréotype, vous allez le voir, en levier. Et elle forme aujourd'hui des milliers d'enfants et d'adultes au code pour bâtir une société plus inclusive. On va en parler avec elle, bien sûr. Elle est avec nous en plateau et elle s'appelle Deepti Chander. Bonjour Deepti. Bonjour. On est absolument ravis de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes un rôle modèle. Vous êtes également présidente de l'association Emma, dont on va parler avec vous dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, avec autant d'humour que de sérieux, il représente une nouvelle génération de vulgarisateurs historiques. Il le fait notamment sur Twitch, sur YouTube aussi. Et c'est un jeune breton qui partage sa passion au plus grand nombre. Vous allez le voir avec des documentaires absolument captivants. Et du haut de ses 29 ans, Rivenzi nous emmène sur les pas de ceux qui ont marqué l'histoire. Il est notre focus du jour, signé aujourd'hui Dylan Coller. Dans l'univers foisonnant de la vulgarisation historique, Rivenzi a son mot à dire. Ce breton de 29 ans s'est donné pour mission de partager l'histoire avec un grand H, captivant des milliers de spectateurs sur Twitch et YouTube. De son vrai nom Théo Runbo, il fait de sa passion un véritable métier. Armé d'un humour bien trempé et d'une rigueur d'historien, il plonge son audience dans les méandres du passé. Son terrain de jeu favori ? Les jeux vidéo historiques qu'il utilise comme port d'entrée vers des récits captivants. Depuis plus d'un an, une grande partie de son travail est consacrée à la réalisation de documentaires historiques, accompagnés du regard expert de spécialistes universitaires. Un parcours admirable pour le jeune étudiant en histoire et histoire de l'art qu'il était il y a encore quelques années. Aujourd'hui, je me suis levé tôt, très tôt, pour aller sur l'un des lieux historiques les plus connus au monde, pour suivre le destin de ceux qui se sont échoués ici. Bienvenue en Normandie. Ici, il y a 79 ans jour pour jour, 34 000 soldats américains débarquèrent à partir de 6h30 du matin et donnèrent le coup d'envoi du débarquement amphibie le plus ambitieux de l'histoire. Répartis sur 5 plages entre la Manche et le Calvados. 5 plages, dont une restera tristement célèbre. Sur Twitch, Rivenzi rassemble une communauté fidèle, avide de connaissances et de divertissement. Mais c'est sur YouTube qu'il fait vraiment exploser les compteurs. Son documentaire sur la bataille de la Somme a d'ailleurs conquis des centaines de milliers de spectateurs en seulement quelques heures. Qui aurait cru qu'un jeune breton passerait de guide touristique à la Pointe du Raz à guide historique sur le web? Certainement pas Rivenzi lui-même. Ce dernier avoue même avoir découvert Twitch presque par hasard. Aujourd'hui, il jongle entre ses streams, ses vidéos YouTube et même quelques apparitions télé. Mais bien qu'il excelle dans la vulgarisation historique, il ne s'y cantonne pas pour autant. Jeux vidéo, cuisine, sport, son contenu est aussi varié que passionnant. Rivenzi incarne ces passeurs d'histoire nouvelle génération, parvenant à combiner avec brio la rigueur académique et les différents codes du web. Alors, si vous êtes prêt à remonter le temps pour en apprendre toujours plus sur les mystères de notre passé, vous avez trouvé l'homme qu'il vous faut. Qu'est-ce qu'on vous répond quand on vous dit que la tech n'est pas pour vous? Eh bien, figurez-vous que justement, mon invité a entendu cette phrase et notamment de la part de sa conseillère d'orientation. Alors, elle aurait pu abandonner, mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a au contraire choisi de se battre. Elle a appris à coder, présider une association et intégrer notamment l'une des plus grandes entreprises de la tech mondiale. Elle est la preuve surtout qu'on peut venir d'un quartier populaire, être une femme aussi et devenir une figure de référence dans un secteur encore trop masculin. Vous le savez, on en parle très régulièrement ici dans l'École du Futur. Voilà donc une voix puissante, une force, un parcours qui lui-même force l'admiration. On en parle avec elle tout de suite dans la première partie du talk. Et justement, cette rôle modèle et notre invitée s'appelle Deepti Chander aujourd'hui. On est absolument ravis de vous recevoir, Deepti. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Emma. Vous êtes également ingénieure au sein d'une grande entreprise de la tech basée à Paris. Et c'est vrai que vous avez très tôt ressenti une certaine attirance pour la technologie. C'est ce que vous me disiez en préparant cette interview. C'est ce qu'on peut lire aussi sur les nombreux articles qui vous sont consacrés sur Internet. Une attirance pour la tech à une époque quand même, il y a
dizaine, quinzaine d'années, où peu de jeunes filles s'y projetaient. Et vous vous êtes dit que c'était pour vous. C'était quoi, peut-être avant de parler justement des prémices de votre métier et de votre attirance, votre premier souvenir marquant avec un ordinateur ou une technologie? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que dès le très jeune âge, j'ai découvert l'informatique. Alors, découvert est un grand mot, maintenant que je travaille dans la tech. On va dire, j'ai eu une appétence à vouloir creuser ce qui se passe derrière ces ordinateurs, derrière ces téléphones portables, parce qu'on oublie souvent qu'un téléphone est aussi une forme d'ordinateur. Et c'est vrai que dès le très jeune âge, dès l'âge de 10 à 12 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ces ordinateurs. Je suis allée dans les cybercafés à l'époque, comme tu le disais si bien, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et donc, j'ai découvert que c'était formidable ce que l'informatique, ce que l'Internet, à ce moment-là, pouvait apporter. Rechercher des informations, avoir une réponse rapidement, apprendre davantage, parce que l'informatique, c'est aussi de l'apprentissage. On ne le dit pas assez et je pense qu'il faut le souligner. Et donc, je m'amusais, moi, à ce moment-là, à prendre des photos de famille et à monter des présentations, déjà à l'époque, où je mettais des fonds, je mettais des transitions dans les photos. Et je trouvais ça formidable. Et je me disais, waouh, mais c'est de la magie. Et en fait, maintenant, je me rends compte que ce n'est pas de la magie, c'est du code. C'est du code. C'est une réalité dont vous avez d'ailleurs fait votre métier au travers donc de cette grande entreprise pour laquelle vous travaillez, au travers de votre association Emma, E-MMA, dont on va parler dans un instant. D'abord, je le disais en introduction, vous avez fait une rencontre dans votre vie qui aurait pu tout basculer d'ailleurs. Une conseillère d'orientation qui vous a dit la tech, des petits, c'est pas pour vous. Vous avez décidé de ne pas l'écouter. C'est vrai que malheureusement, j'ai reçu un conseil dès le très jeune âge, dès le lycée finalement. On m'a dit que les métiers de l'informatique étaient réservés pour les hommes. Et donc, c'était mieux pour une femme de trouver un métier où j'étais capable d'atteindre mon objectif personnel et professionnel. Et donc, c'est vrai que ça a été un conseil qui m'a vachement marquée. Ouais. Puisque je ne m'étais pas posé la question en utilisant un ordinateur. Je ne me disais pas que l'ordinateur était capable de me juger, alors que pas du tout. En fait, c'est vraiment nous, la société, c'est les billets qui nous entourent. Alors que quand je utilisais un ordinateur, que ce soit moi ou que ce soit un homme, il exécutait de la même manière tout ce que je lui demandais. Il ne fait pas de choix et de différence et de distinction, effectivement. Vous avez fait d'ailleurs de l'inclusion dans le numérique un combat absolument personnel, engagé aussi, avec Emma notamment. Vous touchez des milliers de personnes. Combien ça représente d'ailleurs aujourd'hui? Parce que je pense que mes chiffres ne sont plus tellement à jour, tellement vous progressez. Oui, c'est vrai qu'on a pas mal progressé depuis maintenant plusieurs années. Et notamment, je me concentre sur un programme qui s'appelle Code Atome, qui a pour vocation sur les 2 prochaines années à initier à 1 million de jeunes dans le monde le code, avec 50% de jeunes femmes à ce programme-là. Et donc l'objectif, c'est quoi? C'est simple. L'IA s'accélère, l'informatique s'accélère de plus en plus, mais par contre, est-ce que tout le monde trouve sa place? Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc c'est important de donner les appétences et les connaissances dès le très jeune âge afin que chacun puisse trouver sa place. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément ce programme ni l'association Emma, concrètement, vous formez ces jeunes et ces moins jeunes d'ailleurs, ces hommes et ces femmes, au code. Au code, à l'IA. À l'IA. Exactement. Donc, on donne les bases de la connaissance de l'informatique et de l'IA. Comment fonctionne l'IA? Mais avant d'arriver à l'IA, il faut comprendre comment fonctionne l'informatique. Oui. On ne peut pas marcher sans apprendre les bases de comment est-ce qu'on marche. Bien sûr. Alors justement, il y a encore des gens, j'imagine, qui pensent que la tech est encore un sujet de filles. Vous l'entendez encore? Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui viennent vous voir dans vos ateliers notamment? Vous étiez récemment sur le salon international de la technologie Vivatech, où vous avez fait venir justement des jeunes filles qui ont rencontré d'ailleurs, je crois, le directeur de Vivatech, la première ministre, aussi l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, maintenant ministre de l'Éducation nationale et autres, Clara Chapaz. Est-ce que ces jeunes filles, elles vous ont dit, mais attendez, des petits, moi, on me dit encore que la tech, c'est pas pour moi? On a reçu 600 jeunes, effectivement, sur la journée. C'était incroyable. Et on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes filles, puisque ce sont des groupes mixtes de jeunes filles et de garçons, et on s'est rendu compte que les jeunes filles sont reparties. On a eu plein d'exemples de messages de parents nous disant ça fait 4 jours que l'atelier est terminé et ma fille me parle encore qu'elle veut coder, elle veut continuer à coder et elle code encore. Et c'est formidable de voir que rien que de expliquer que ces métiers sont accessibles et de le pratiquer sur le terrain,
Ça change. Bien sûr. Alors justement, pour leur montrer que ces métiers sont accessibles, vous l'avez dit, vous passez par la formation, des ateliers, mais il y a aussi qui vous êtes. Des petits, je ne veux pas vous faire rougir, mais vous vous présentez aussi comme un rôle modèle. Vous êtes présenté par les médias et par d'autres d'ailleurs comme un rôle modèle. Ça vient avec une responsabilité, c'est pas trop lourd à porter, ça? Absolument. Je pense que j'ai une responsabilité clé et je l'ai ressentie depuis maintenant plusieurs années. Si je ne m'engage pas à faire en sorte que la tech soit inclusive, malheureusement, je n'ai pas ma place dans la tech. Et c'est pour ça qu'au quotidien, je me bats pour que chacun puisse comprendre que c'est des métiers qui sont formidables et qui vont changer le monde. Bien sûr. Et donc, c'est vrai que tous les jours, je me questionne, est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que ce que je fais c'est moins bien? Comment je peux m'améliorer? Mais c'est vrai que j'ai un rôle important et je ne suis pas la seule. Il y a énormément de rôles modèles, pas assez à mon goût, mais qui portent cette responsabilité-là et il en faut davantage pour continuer à faire en sorte que le numérique soit perçu comme un métier plus accessible. Ouvert à tous et notamment à toutes, on ne cessera de le répéter. Qu'est-ce que vous pensez, chère Dipti, de l'arrivée massive de l'intelligence artificielle dans des domaines aussi importants, cruciaux que l'éducation? Évidemment, je suis obligée de vous poser la question ici, dans nos vies, dans nos métiers, le vôtre notamment d'ingénieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, très, très, très bonne question, puisque moi je travaille beaucoup sur les sujets de l'intelligence artificielle. Et il y a quelques années, on en parlait la dernière fois. Je disais, je crois il y a 5 ans ou 6 ans, je disais que demain, une IA va sortir et on va prendre un gap encore plus important sur l'inclusion. Et c'est ce qui se passe depuis maintenant 2-3 ans. Il y a de plus en plus de modèles, il y a de plus en plus de projets autour de l'IA qui se mettent en place. Et je pense que là, la révolution IA est en marche. Oui. Et donc, pour moi, je pense que c'est un momentum qu'il faut se saisir. Il faut le saisir. L'éducation doit le saisir. Pourquoi? Parce que l'IA peut être accélérateur sur l'apprentissage du numérique et créer de nouvelles vocations dans l'éducation, mais pas que, dans l'ensemble des métiers et surtout réduire peut-être de manière très étroite et de manière très forte toutes ces inégalités-là dans le numérique qui sont aujourd'hui. Alors ça, c'est un très bon point et j'allais justement vous poser la question, donc ça fait une transition absolument parfaite. Est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui a plutôt tendance, de ce que vous voyez, des études qui sortent sur le sujet, à éloigner les jeunes filles, notamment des métiers techniques, ou justement est en train de les aider à arriver dans ces métiers numériques qui sont faits, on le rappelle, encore pour elles? Oui, je pense que ces métiers vont être... L'IA va nous aider à réduire cette gap de lié aux inégalités. Malheureusement, encore aujourd'hui, c'est comme je vous l'ai expliqué, si les femmes et les jeunes filles ne s'intéressent pas à ces métiers-là, et bien malheureusement, on ne pourra pas saisir l'opportunité. Ouais. Et c'est là où le fossé continue à se creuser. L'IA, pareil, a des billets, mais ce sont des billets que nous l'inculquons. La data a des billets. L'IA utilise la data. Maintenant, si nous ne mettons pas en marche, nous ne donnons pas ces opportunités aux jeunes filles, et bien malheureusement, on va reproduire ces billets dans l'IA, comme ça a été présent dans l'informatique. Donc on le répétera jamais assez. Bien sûr qu'il faut des femmes, et notamment des jeunes filles dans ces métiers-là, pour justement limiter la reproduction de ces biais. Je lisais une interview ce matin que vous avez donnée dans un grand journal. Vous disiez il y a quelques années, je suis contre les quotas, mais pour l'inclusion. Absolument. C'est une nuance qui est fine. Oui, je suis contre les quotas et je le redis. Pourquoi? Parce qu'en étant ingénieure en informatique, je n'ai pas envie d'être recrutée parce que je suis une femme. J'ai envie d'être recrutée parce que j'ai les compétences. Et donc, pour me donner les moyens de ne pas être un quota, je travaille davantage puisque face à un CV d'un homme, je serai en mesure de performer et je serai choisie pour mes compétences. Mais ça veut dire que vous devez travailler plus. Malheureusement, c'est encore le cas. Et je pense que ce n'est pas que le métier de l'informatique. Dans beaucoup de métiers, les femmes travaillent davantage que les hommes pour avoir leur place et en fait pour être crédibles. Et j'espère qu'un jour, ça changera. En tout cas, c'est ce qu'on fait en sorte avec Emma que ça change, puisqu'on est en minorité et donc on est beaucoup plus visible lorsque on est en minorité. On ne se noie pas dans la foule énormément d'ingénieurs hommes. Emma, vous en êtes où aujourd'hui? C'est quoi les prochains projets? Vous nous avez parlé du fait de former plus d'1 million de jeunes et de moins jeunes partout dans le monde. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente, votre équipe? Vous êtes un peu partout dans le monde?
C'est ça, donc on a 16 antennes EMA en Europe. On opère des activités en Asie, aux États-Unis, en Europe. Et donc la vocation d'EMA est bien évidemment de continuer à grandir. Et donc on va sortir bientôt une plateforme d'éducation, donc Code Atome, qui va se transformer à un apprentissage du code dès le très jeune âge, où l'éditeur de code sera dans cette plateforme, l'apprentissage des cours d'informatique et même plus loin, on va injecter de l'IA pour pouvoir faire des recommandations d'exercices aux enfants et donc voir là où ils ont peut-être quelques difficultés et donc combler ces difficultés. C'est pour ça que je disais l'IA doit être moteur, doit être accompagnateur de l'apprentissage du numérique et de l'informatique et de l'IA et non pas l'inverse. Et elle fait tout ça en plus de son métier d'ingénieur. Merveilleux, on continue à en parler dans un instant. Dipti, d'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.开始了。看这个已经够苦了吧？嗯。哇塞！我的妈呀！好，开始了。看这个已经够苦了吧？嗯。哇塞！我。
Et voilà, on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Deepti Chander. On lance la deuxième partie du talk ensemble? Ça marche. Allez, c'est parti. Deuxième partie du talk, toujours dans le cadre de cette émission consacrée à une rôle modèle, la rôle modèle que vous êtes, Deepti. Rôle modèle pour de nombreux jeunes, pour des moins jeunes aussi. Vous portez haut l'idée qu'on peut réussir dans la tech, on l'a compris, vous nous l'avez expliqué en première partie du talk, sans réseau, sans moyens, d'ailleurs sans même avoir appris à coder par le passé. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la jeune fille qui doute encore peut-être de sa place dans ce secteur et qui nous regarde? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais surtout de ne plus douter, d'essayer. Puisque plus on essaye, plus on se rapproche de notre objectif. Et c'est mon cas au quotidien. J'essaye plein de choses, j'échoue et je réussis, mais je continue à essayer. Vous voyez notamment que dans la grande entreprise du secteur de la tech pour laquelle vous travaillez, il y a de plus en plus aussi de féminisation des métiers techniques et technologiques. C'est vrai qu'il y en a, mais pas assez. Ouais. En tout cas, c'est le cas de beaucoup d'entreprises. La diversité et l'inclusion restent aujourd'hui un mythe, j'ai envie de dire, mais qui devrait devenir réalité, on l'espère, prochainement. Et un sujet sur lequel, évidemment, vous êtes très engagé. D'autres qui pourraient être engagés aussi, les parents. Quand on est dans un processus d'orientation, alors là, on a terminé presque le processus de Parcoursup pour cette année, mais quelque part, c'est une quête perpétuelle, savoir ce qu'on veut faire, donner du sens à notre vie aussi. Et évidemment, c'est l'une des questions qu'on va poser quand on est jeune directement à nos parents, qui peuvent nous encourager ou au contraire nous freiner. Est-ce que vous, vos parents, typiquement, ont été des alliés dans votre parcours d'orientation? Alors, mes parents ne savaient même pas ce qu'était l'informatique. C'est pas vrai. Donc, je venais quand même de très loin. C'est vrai que ma mère m'a beaucoup soutenue. Et je me rappelle, j'avais intégré une école qui s'appelle Epitech. J'étais partie faire les entretiens, le concours, ça s'appelle pas un concours, c'est des tests. Et je leur avais expliqué sous forme de concours parce qu'ils étaient éloignés de ces métiers-là. Et quand j'ai reçu la réponse comme quoi j'ai été acceptée, je me rappelle toujours, ma mère m'a dit c'est génial, mais qu'est-ce que tu vas faire concrètement dans cette école? Et donc ça a été un moment déclencheur pour moi, puisque je me suis dit même mes parents n'ont pas connaissance de ce métier-là, alors les autres sont aussi éloignés pour la plupart. Donc l'apprentissage des parents à ces métiers et avoir la connaissance de ce que représente le métier de développeuse est important. Et donc à travers Emma, on essaye vraiment de mettre les parents et les enfants ensemble sur des ateliers pratiques où les parents vont voir comment les enfants sont impliqués et comprennent le code. Et malheureusement, en fait, on ne le dit pas assez, mais l'apprentissage du code, c'est de la logique avant tout. Ce ne sont pas des maths. On n'arrête pas de le répéter. Les mathématiques, si vous n'êtes pas fort en maths, vous ne pouvez pas faire du code. C'est ça. C'est ça, exactement. Et c'est un préjugé que j'aimerais casser aujourd'hui. Les maths, c'est de la logique. Et en fait, l'informatique, c'est aussi de la logique. Et donc, on le retrouve, cette logique, des deux côtés. Et c'est pour ça qu'on a tendance, en fait, à coller les maths à l'informatique. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on nous dit souvent, d'ailleurs. Pardon, je vous coupe, mais nombreux sont les acteurs qui viennent sur ce plateau et qui disent il faut être bon en maths pour travailler dans le secteur technique, informatique et technologique. Aujourd'hui, vous dites non. A priori, il faut être plutôt bon en logique. Il faut développer cette logique. Et cette logique se développe. C'est comme lorsqu'on est à l'école, on apprend les maths, petit à petit, nos notes s'améliorent ou pas. Ça a été mon cas, ça ne s'est pas amélioré. Mais vous parlez à quelqu'un qui a un peu de mal avec les maths, ouais. Mais en informatique, on a développé cette logique de comment décortiquer le problème, donc le couper en petits morceaux, en puzzle. C'est exactement ça, les mathématiques, finalement. Comment on résout une équation. Et donc, on le prend bout par bout. Et c'est exactement ça dans le code. Et donc, nous faisons en sorte que, finalement, l'informatique soit comprise par des parents, puisque les parents jouent un rôle clé sur l'orientation des jeunes. Et donc, souvent, beaucoup de jeunes, du part des remarques qu'ils peuvent entendre de leur famille, ne vont pas dans des métiers d'informatique. Et c'est le cas de beaucoup de femmes, puisque malheureusement, et c'est une statistique qui a été prouvée, on a plus tendance à investir chez un homme, donc chez un jeune homme, plutôt que chez une jeune fille. Et donc c'est un biais aussi que la société a. Et donc c'est pour ça qu'on a peut-être... Malheureusement, ça peut se justifier plus d'hommes que de femmes dans la tech. Et encore un peu de boulot dans ce domaine. Je suis bien d'accord. Bon, en tout cas, vous êtes convaincu que l'avenir sera tech et inclusif ou ne sera pas. Vous agissez en ce sens. Si vous aviez carte blanche aujourd'hui pour transformer l'éducation, souvent je pose la question en fin d'émission en disant si vous étiez ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez à cette heure justement? On en parlait en première partie du talk où
L'intelligence artificielle vient complètement bouleverser le secteur. Quelles seraient vos premières mesures? Alors, les premières mesures, ce serait de rendre l'apprentissage du code obligatoire à l'école. Donc, avoir des matières, peut-être transformer la matière technologique en code. Donc, avoir des leçons de code chaque semaine, chaque 2 semaines. C'est important d'avoir cette continuité sur l'année, puisque comme l'anglais, comme le français, on l'apprend en ayant des cours en continu. Et l'informatique, c'est la même chose. Le one-shot n'existe pas. Il faut une connaissance en continu, puisque l'informatique avance tellement vite. Et vous avez parlé de l'IA. L'IA avance d'une manière très, très rapide. C'est mon cas. Ce matin, j'étais en train de faire une formation sur l'IA et je me rends compte que la 2e version est déjà sortie. Donc là, je dois rattraper déjà mon retard. Encore faire une formation suite à la première formation. Une nouvelle, exactement. Et donc, donner la connaissance de l'IA. Donc, quand je dis donner la connaissance de l'IA, c'est avoir à l'école, à travers les modules technologiques, par exemple, un apprentissage de la connaissance. Qu'est-ce que l'IA? Et donc, avant d'arriver à l'apprentissage pratique de l'IA, avoir cet apprentissage plutôt théorique. Et donc, mettre les mains dans le code, mettre les mains dans ces algos, mettre les mains dans la création de ces modèles, bien sûr à un niveau qui sera beaucoup plus juste par rapport à l'âge des enfants, mais en tout cas avoir des modules qui permettent de comprendre concrètement le monde qui nous entoure. Parce que l'intelligence artificielle, notamment dans le secteur de l'éducation, vient, on le sait, parce qu'on en parle aussi régulièrement ici, avec un certain nombre de débats, de craintes aussi. Est-ce que vous les entendez? Absolument. Moi, je suis pour que l'intelligence artificielle soit contrôlée. C'est très important que ce soit dans le monde de l'éducation, que ce soit dans n'importe quel secteur, puisqu'on voit de plus en plus que l'IA produit finalement des billets, mais l'IA produit aussi des contenus où on a du mal à savoir si c'est du réel ou en fait ça a été généré par une intelligence artificielle. Et je pense que ce contrôle en tant qu'ingénieur, j'y pense au quotidien quand je travaille dans ces domaines-là, je me dis là, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on puisse mettre des limitations, et c'est à juste titre, hein. C'est pas pour restreindre l'IA, mais surtout pour permettre à l'IA de s'émanciper de la bonne manière. C'est toujours important et c'est toujours mieux, effectivement. Et d'ailleurs, quel est le rôle des grandes entreprises comme celle pour laquelle vous travaillez en ce sens? L'IA éthique, je le dis toujours, l'IA éthique est primordiale et on a tendance à l'oublier parce que le business prend le dessus. Et je le comprends, je le vis au quotidien. Mais par contre, posons-nous 5 minutes pour réfléchir à est-ce que le modèle que je crée ou est-ce que l'IA que je suis en train de... la data que je suis en train de donner à l'IA a été mesurée d'une manière à répondre à un éthique correct. Et je pense que ça, c'est le rôle des entreprises de step back quelques secondes, quelques minutes et de se remettre en question. Prendre un peu de recul. D'ailleurs, je vous posais en première partie du talk la question de qu'est-ce que ça fait d'être considéré comme une rôle modèle. Vous, c'était qui, votre rôle modèle, quand vous étiez plus jeune? Ou c'est qui aujourd'hui? Alors, je vais donner un exemple. C'était pas une femme, malheureusement. J'aurais voulu. C'était un homme. Et c'est Sundar Pichai. Il m'a énormément inspirée. Le président... Le PDG de Google. Exactement. Je pense que je me reconnaissais du part de mes origines. Bien sûr. D'origine indienne. Il l'est aussi. Et c'est vrai qu'il est parti de rien pour arriver là où il est. Et ça a été mon cas. Et donc, je me reconnaissais pas mal. Et je me disais, il a réussi, il faut que je le fasse. Et je ne me suis pas posé la question que c'était un homme. Et en fait, la finalité, c'était de réussir dans l'informatique. Et je redis, c'est important de ne pas s'auto-freiner, puisque plus on se met des limites, moins on ouvrira de portes. Et en fait, rêver, et je redis, rêver sans limitation, vous trouverez la façon d'ouvrir ces portes-là. On vous souhaite en tout cas tout le bonheur qu'on peut vous souhaiter. Beaucoup de succès aussi avec Emma Cherdipti. Et puis peut-être qu'un jour on se recroisera et vous serez nommé PDG de Google dans quelques années. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous pour l'inspiration que vous êtes aussi. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis dans le cadre de cette émission, ainsi qu'à Edouard Deniot d'avoir produit cette émission. Et puis nous, comme tous les jours, dès demain, toujours à 12h30, on se retrouve sur School TV. Bonne journée, ciao.